il est réglé. Alors, nous sommes en direct, c'est Omar. Donc, Très bien. je vous laisse face à votre amphithéâtre. Merci infiniment, c'est Mohamed. Bon, alors donc on va reprendre le fil et je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et ceux qui m'ont écrit personnellement pour souhaiter bon rétablissement, etc., etc. Il est vrai que j'ai passé trois semaines vraiment horribles. Je ne souhaite à personne cette combinaison grippe-Covid qui est en train de courir partout. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Alors, avec mon système immunitaire qui est touché déjà depuis un certain temps, et toutes les précautions que je prends, 5 fois vacciné, bon, obligé par mon staff de médecins et de spécialistes, malgré le vaccin contre la grippe, que je fais parmi les prioritaires tout au début, parce qu'évidemment, je fais partie des prioritaires, eh bien, malgré ça, j'ai attrapé cette combinaison qui est en train de courir un peu partout et même, on dit galopante, elle est en train de galoper. Alors, s'il vous plaît, soyez très, 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 très prudents, parce que je vous assure que ce n'est pas du tout une sinécure. Bon, alors ceci étant dit, alhamdoulilah, je suis rétabli. J'ai été très, 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 très mal à un certain moment. J'ai commencé même à m'inquiéter. Mais bon, heureusement, alhamdoulilah, maintenant, comme vous le voyez, ma voix est encore un peu voilée. Mais bon, ça revient et espérons que ça dure. En tout cas, merci beaucoup aux à peu près 200 fidèles qui continuent à suivre assidûment ce webinaire. Eh bien, on va continuer aujourd'hui avec encore cette question qu'on pose sans cesse et qui est tout à fait légitime et qui mérite réponse. Écoutez, vous nous avez exposé un paradigme thermodynamique scientifique qui prouve et qui n'a jamais été réfuté depuis 25 ou 30 ans, depuis que je l'ai élaboré, et qui prouve scientifiquement que le profit, et particulièrement le profit maximal, comme le veulent les doxas du néolibéralisme et des pratiques en business et en économie actuelle, particulièrement néolibérale, eh bien, c'est du vol d'énergie. Alors ça, je l'ai déjà dit, je l'ai annoncé, mais on le fera une autre fois avec des techniques plus sophistiquées, on verra comment, mais ça sera nécessaire parce qu'il faudra que je m'appuie sur des schémas, sur des graphes, sur des animations de schémas et de graphes et de graphiques pour montrer comment le profit, son statut scientifique, et je suis le seul à l'avoir élaboré jusqu'à présent, montre que ça ne peut rien être d'autre que du vol d'énergie de la nature et de l'être humain qui est exploité par le système économique actuel qui date depuis le 19e siècle. Nous sommes toujours dans le même capitalisme sauvage qui devient en plus fasciste. D'ailleurs, c'est le titre d'une conférence que je dois prononcer à Bruxelles le 25 janvier, Inch'Allah. En tout cas, je vous tiendrai au courant, on vous tiendra au courant de mes voyages et mes absences, parce que je suis encore invité pour une grande tournée de conférences qui va durer pratiquement 2 mois sur 3 continents. Et donc, il y aura des moments d'interruption. J'essaierai de les réduire au maximum, parce que n'importe où
je me trouverai, je pourrai systématiquement me brancher et faire mon webinaire sans problème. Alors, il se pourrait qu'on change d'horaire ou de journée pour des raisons particulières de temps à autre, mais en principe, je vais essayer d'être continu le plus possible pour ne pas interrompre et éloigner trop ces explications qui sont quand même pas très faciles, qui sont très éloignées du discours dominant, comme vous l'avez écouté jusque-là. Et donc, évidemment, plus on espace les sessions, plus le risque de perdre le fil est grand. Alors, c'est pour ça que j'ai invité beaucoup de gens, s'ils le sentent nécessaire, de revoir les webinaires précédents. Et petit à petit, à partir du premier, donc se remettre dans le bain pour pouvoir suivre correctement. Et c'est vraiment indispensable, et plus qu'indispensable, parce que ça sort totalement de tout ce que vous entendez à la télévision, par les soi-disant experts économiques, les experts de gestion, ceci, cela, tout ça. Ça sort complètement de tous ces chemins-là. Et donc, il est nécessaire de s'accrocher. Et je remercie ces 200 irréductibles pour l'instant, j'espère qu'ils vont augmenter, qui continuent à s'accrocher. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à dire ça. Bon, maintenant, on a vu 2 pistes de solutions jusque-là, même si c'est intitulé piste de solution numéro 4. C'est tout simplement parce que le premier, on s'est trompé de chiffre, au lieu de mettre le 1, on a mis le 2. Bon, tout simplement. Mais donc, voilà, alors, j'avais déjà expliqué que la première piste de solution, c'est la question de l'enrichissement individuel. L'enrichissement individuel, bien entendu, avec une mentalité infinie. L'enrichissement individuel avec du contentement, comme le disait Aristote, qu'on peut traduire en arabe par al-qana'a, se contenter. Bon, ça ne sert à rien d'avoir 50 maisons, 200 Mercedes, 300 Porsche, 50 yachts. Vraiment, ça ne sert à rien. Sinon, à se donner des soucis, à se rendre plus malheureux. Donc, le contentement, se contenter de ce qui fait une vie, comme le disait Aristote, qui est une vie de bien-être, donc de bien vivre, et il ajoutait surtout de bien vivre ensemble. Ensemble, je dis bien ensemble, et il incluait la nature, pas juste l'être humain. Et sa définition, très connue et malheureusement mal formulée, très souvent, quand on dit Aristote, sa définition de l'homme, de l'être humain, c'est l'homme est un animal politique, elle est à moitié fausse ou à moitié vraie, ou même plus. Alors d'abord, remarquez qu'Aristote met l'être humain au niveau de ce qu'il appelle l'animal. Bon, donc l'animal de son temps, c'est l'être vivant, c'est la créature, c'est ça qu'il veut dire. Et cette hiérarchie, d'ailleurs artificielle, qui nous date essentiellement de René Descartes, qui lui a définitivement mis l'animal au niveau d'une machine, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des lois, de la plupart des pays dits civilisés, un animal, une créature vivante, dotée de sensibilité, etc., certainement d'une forme de conscience quelconque que nous ignorons totalement, eh bien, est défini juridiquement comme un objet. Alors on commence à changer ça petit à petit, bon, heureusement. Donc c'est ça que voulait dire Aristote.
Alors, bon, Aristote voulait dire, déjà de son temps, l'être humain n'est pas la créature suprême, n'est pas la. Bon, quoique, dans certains de ses écrits, il intègre cette idée d'être ou de créature qui a une certaine supériorité, entre guillemets, je dirais différence plutôt que supériorité, parce que, écoutez, si on analyse par exemple la façon dont font les oies sauvages, par exemple, bon, au Canada, je suis bien placé pour en parler, je connais bien, eh bien, une oie, c'est un oiseau. Et on dit systématiquement cervelle d'oiseau. Bon, alors vous verrez, un de ces jours, on parlera de sociobiologie et de façon dont on amalgame l'économie, l'activité économique, la conception économique, l'activité humaine et l'activité des animaux et de la nature de façon tout à fait erronée et dangereuse. Bien, si on pense à ce que fait seulement l'oie sauvage, bon, un oiseau, alors on dit cervelle d'oiseau pour dire qu'il n'y a pas de cervelle, il n'y a pas de. Alors, quel être humain peut faire comme une oie sauvage, c'est-à-dire, et ça, Konrad Lorenz, par exemple, l'école de l'éthologie, c'est-à-dire de l'étude des animaux dans leur milieu naturel, l'école de Vienne, a établi, en étudiant les animaux dans leur milieu naturel et pas névrosés en laboratoire, ça aussi on y reviendra une autre fois, parce qu'on en a déduit des animaux névrosés, des expérimentations qu'on fait sur eux dans les laboratoires, on en a déduit des théories d'économie, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie comportementale, pour laquelle il y a des gens qui ont des prix Nobel, et qui est un tissu de bêtises. Si Aristote lisait ça, il deviendrait terroriste. C'est pas possible. Contre les gens qui font ces espèces d'amalgames et de mélanges qui n'ont strictement aucun sens. Alors, donc, l'économie comportementale s'inspire beaucoup de cette espèce d'expérimentation sur les animaux en laboratoire, lesquels animaux en laboratoire, ça a été démontré, dès qu'on les met en situation de laboratoire, deviennent névrosés, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus normalement. Leur système nerveux sensorimoteur, leur système nerveux de relation, comme on l'appelle, leur système nerveux de compréhension, etc., de réaction avec les changements de l'environnement, tout ça est complètement bouleversé. Et il devient névrotique. Névrotique parce qu'il meurt d'angoisse, il meurt d'anxiété, ils sont comme un être humain qu'on enfermerait dans un labyrinthe auquel il comprend absolument rien et qui n'a rien à voir avec son mode de vie naturel. Bon, alors donc, animal, attention, il ne faut pas le comprendre dans un sens péjoratif chez Aristote, dans le sens de abaisser l'être humain au niveau de l'animal en faisant l'hypothèse que l'animal est par définition inférieur à l'être humain. Non! L'animal est différent, quel qu'il soit. C'est tout. Ni inférieur, ni supérieur. Et nous non plus. Donc, je parlais de l'oie sauvage. Quel être humain peut faire comme une oie sauvage? D'ailleurs, on n'y comprend rien. On n'en sait rien. On n'a aucune explication de comment ces animaux-là font. Je peux parler des gnous. Je peux parler des caribous, je peux parler de toutes les formes d'animaux dits de société qui s'organisent de façon que nous devrions envier, tellement c'est harmonieux avec la nature et entre eux, etc., etc., même si on interprète certains comportements comme des comportements belliqueux, de bataille, de conquête, de je ne sais pas quoi, ça c'est de l'anthropocentrisme. Bon, on y reviendra, vous verrez, la psychologie animale, la sociobiologie, etc., avec l'économie, il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Bon, donc, cette oie sauvage, écoutez, chaque année, elle fait 2 fois pratiquement 20 000 kilomètres, la moitié de la planète, pour migrer en hiver du nord vers le sud et au printemps, été,
du sud vers le nord, 20 000 kilomètres. Bon, comment elle fait pour s'orienter? Comment elle fait pour calculer la relation entre sa vitesse, l'horizon, la verticale? Bon, ça c'est connu, par exemple, dans les, les lois de la navigation, le rapport entre le vertical et l'horizontal pour se situer à partir d'instruments comme le cabestan, etc. Bon. Euh, et donc des instruments de ce genre qui permettent de se situer sur un point donné en longitude, en latitude, etc. etc. Ben, comment ils font? Comment font les oies sauvages pour savoir où elles sont quand elles dégagent du pôle Nord, quand il commence à faire trop froid? Où sont-elles par rapport à leur destination au sud, de fin fond du sud de l'Amérique du Sud, du Mexique, etc., etc. Comment elles font? Il faut calculer tout un tas de choses. La verticale, l'horizontale, la vitesse du vent, quelle est la direction du vent, quelle est ma vitesse par rapport au vent, quelle est la direction que le vent m'impose à prendre par rapport à sa vitesse, et comment voler, modifier ma façon de voler pour corriger ma trajectoire par rapport à ce que la vitesse du vent change dans un sens ou dans l'autre. À quelle altitude dois-je voler pour être dans les bons courants de vent qui m'emmènent dans la bonne direction, etc., etc., etc. Comment ils font ces animaux-là? Nous, on n'en sait rien. On est absolument incapable de le comprendre. Bon, alors je commence à parler de ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ça va avoir à faire avec la troisième, en fait, forme de solution dont je vais parler aujourd'hui. Bon, donc j'avais parlé de la solution, l'enrichissement individuel qui est, donc, je répète, à l'infini. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, ces gens-là qui le font, de me faire dire que je suis d'ailleurs, dire que je suis un communiste, c'est des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le communisme. Ils répètent ce que disent les télévisions et les je sais pas quoi, qui ignorent tout du communisme, de ses origines et de Marx et des théories qu'il y a derrière et tout ça, on en parlera un de ces jours. Eh bien, arrêtez, s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'enrichir. Mais s'enrichir, ça veut dire quoi? Voilà le problème. Si s'enrichir, ça veut dire, comme le disait Aristote, vivre normalement, en état de bien-être et de dignité, en même temps que c'est semblable et la nature, il n'y a aucun problème. Il y a juste à faire le niveau de profit qui va avec. Et on va parler de ça. On va voir qu'il y a des solutions, y compris pour la coexistence entre une certaine forme de profit et ce qu'Aristote appelait le bien vivre ensemble. Alors, je n'ai pas terminé la définition d'Aristote qui disait effectivement le zoon politikon, donc l'animal politique qui est l'être humain. Eh bien, il ajoutait politique, pas dans le sens de faire de la politique, là, ça n'a rien à voir. Politique dans le sens de polis, P-O-L-I-S, qui est la cité, la ville, la communauté, etc., les groupements humains en grec. Bon. Donc, c'est ça que ça veut dire. Un animal fait pour vivre, donc comme animal de police, de politique, de groupe. On dit d'ailleurs que l'être humain est un animal grégaire. Il n'est pas le seul, bon, mais il l'est. Un être humain tout seul ne survivra jamais. Robinson Crusoe n'a jamais existé et il n'existera jamais.
Bon, alors donc, Aristote termine sa définition, il va voir l'importance qu'elle aura dans cette troisième solution que je vais donner, ou piste de solution. Il dit, l'être humain est un animal politique, donc avec tout ce que ça vient d'induire, tout ce que ça vient de sous-entendre dans ce que je viens de dire. Il ajoute, fait pour vivre ensemble en état de communauté. Et dans d'autres textes, il ajoute, donc, attention, animal politique fait pour vivre ensemble en état de communauté. Pas n'importe comment. En état de communauté avec ses semblables. Et communauté, il y a le mot commun dedans, qui vient, bon, origine grecque et latine. Commun, ça veut dire, et ensemble, ça veut dire, pas, comme on voit aujourd'hui un peu partout dans le monde, et même à Alger, des quartiers et ce qu'on appelle des promotions, n'est-ce pas, complètement emmurés, entourés de murailles, avec un portail gardé par des vigiles, etc., où il y a des êtres humains qui vivent au XXIe siècle, et en dehors, d'autres êtres humains, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, qui dorment dans la rue. Non, c'est pas ça, vivre ensemble. Vivre ensemble, ce serait soit vivre ensemble tous dans la promotion, soit tous dans la rue, selon ce que la nature, la terre, nous permet de donner en restant elle-même en état, comme dirait Aristote, de bien-être. Sans le bien-être de la nature, notre bien-être est impossible. Bon, alors voilà donc déjà une piste de solution pour sortir des pièges et des pièges mortels dont je parlais dans mon paradigme, dont je parle dans mon paradigme thermodynamique de l'économie, et qui est en train de faire du chemin, de faire du bruit, pas toujours malheureusement le bon bruit, parce que ça effraie beaucoup de gens, parce qu'il est irréfutable. C'est ça le problème. C'est que ma démonstration, à partir de la physique et de la thermodynamique, est irréfutable dans sa conclusion que le profit maximal, etc., tel que le conçoit l'économie néolibérale, néoclassique du capitalisme et du capitalisme sauvage, c'est du vol systématique d'énergie, je le répéterai jamais assez, à la nature et à l'être humain exploité. Et ce vol d'énergie ne peut pas rester impuni. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bon, j'en parlerai un de ces jours quand j'aborderai l'économie politique, et rassurez-vous, ça sera peut-être dans 3 ou 4 webinaires. Comment cette économie non seulement doit changer complètement de modèle et de vision et de mode de traitement de ses semblables et de la nature, mais aussi être une économie qui tient compte je fais ce silence exprès pour vous laisser le temps d'élaborer, qui tiennent compte de ce que dit la science sur la façon de faire de l'économie. Bon, alors ça c'est une piste de solution, et une piste de solution, bon, disons plus théorique. Alors donc, après l'enrichissement individuel, comme je vous ai cité 2 auteurs
que vous pouvez lire sans problème parce qu'ils sont en PDF sur le web n'importe où, ou presque. Thorstein Veblen, V-E-B-L-E-N, The Theory of the Firm and the Theory of the Leisure Class, la théorie de la firme et la théorie de la classe oisive. Et je rappelle que Thorstein Veblen était patron de la faculté d'économie de Chicago, comme l'était Milton Friedman, l'un des pères de la pensée néolibérale. Et donc, Thorstein Veblen, et aussi, je vous suggérais notamment Georgescu Roegen, ça s'écrit R-O-E-G-E-N, donc Georgescu avec un tiret, qui vous explique ce que je dis avec des arguments tirés de la thermodynamique lui aussi, et de l'énergie et tout ça, mais il ne va pas aussi loin que moi dans le statut scientifique de ce que signifie le profit, et particulièrement le profit maximal, et particulièrement cet économiste qu'on n'enseigne jamais, d'ailleurs pas plus que Thorstein Veblen et pas plus que Georgescu Roegen, on les enseigne jamais nulle part, et pour cause, parce qu'évidemment, ils ne sont ni Marx ni marxistes, et ils disent du capitalisme 100 fois pire que Marx. Thorstein Veblen commence son livre, la théorie de leisure class ou la théorie de la firme, je ne me rappelle plus. L'entrepreneur, un peu comme Taylor aussi, Taylor l'a écrit dans ses œuvres complètes, et ça on ne le dit jamais. Le plus grand ennemi de l'économie, le plus grand ennemi du bien-être de la société, le plus grand ennemi du progrès, le plus grand ennemi, etc., c'est l'homme d'affaires, c'est le businessman. Et ils expliquent pourquoi. Et un économiste plus moderne, dont j'ai déjà parlé, je pense, et j'en reparlerai tellement il est important, américain, qui s'appelle Stephen Marglin, professeur titulaire d'économie à Harvard, Harvard Business Economics, hein, pas Harvard Business School, eh bien, Stephen Marglin, lui, a tout simplement écrit, une fois qu'on l'a titularisé et qu'il ne pouvait plus être mis à la porte ni touché à l'âge de 29 ans, hein, un génie, eh bien, il s'est avéré marxiste. Vous trouverez ça dans le livre de André Gorz, La critique de la division du travail, édition Duno, 1973. Vous trouvez un chapitre de ce Stephen Marglin où il pose la question « What do bosses do ?» Que font les patrons, les dirigeants, les managers? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, sa conclusion, PhD, professeur titulaire, Harvard, titularisé à l'âge de 29 ans, sa conclusion, 2 points, ils ne font rien et ils ne servent à rien. Ils ne font qu'empêcher les employés de faire leur travail. Et ça, c'est dans Marx. Évidemment, Stephen Marglin est marxiste. Et il a parlé de Marx, non? Il parle de Marx dans ses publications. Alors, cherchez sur le web, s'il vous plaît, Stephen Marglin, M-A-R-G-L-I-N, et vous verrez. Il a encore des publications jusqu'à aujourd'hui, etc. Mais il est enfermé dans un placard de Harvard. On ne le montre pas, on n'en parle pas, non, parce qu'il ne dit pas ce que Wall Street et nos classes dirigeantes et nos nouveaux riches veulent entendre. C'est tout. Point à la ligne. Bon. Mais Thorstein Veblen, John Hobson, etc., eh bien, tous ces gens-là l'ont établi depuis quasiment la fin du 19e, début du 20e, ou milieu du 20e, pour ce qui concerne John Hobson. Bon. Alors,
Combien parmi vous savent qu'en Chine, aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent comme PDG des robots? Oui, oui. Cherchez, cherchez. Il y en a au moins une, aujourd'hui, très importante, chinoise, dont le PDG est un robot. Et quelle est la logique derrière ça? Le robot va mieux optimiser qu'un être humain le rapport argent, profit, intérêt personnel, stock options, actions personnelles, actions dans le sens des actions d'entreprise qu'on vend et qu'on rachète, etc. Spéculation, etc., etc. Vanité, ego, tout ça, infiniment moins qu'un être humain. Alors prenez un patron, enlevez-lui son ego, son machin, ses idées de lui, ses idées d'être un génie, d'être confirmé par les business schools, par les écoles de gestion, par des sciences qu'on enseigne dans les écoles de gestion et d'économie, disant que les patrons, tout ça, ils deviennent patrons parce que c'est des génies, parce que c'est des Einstein, parce que c'est des étoiles, parce que c'est des blablabla, blablabla. Eh bien voilà, en Chine, qui est le pays qui est en train de réussir le mieux technologiquement, scientifiquement, économiquement, leurs PDG deviennent des robots. Et ils sont en train de mettre à la place des collaborateurs et des managers de premier, deuxième degré, etc., pratiquement jusqu'à l'employé, au fur et à mesure des robots. Avec l'argumentaire suivant, et ça c'est l'une des solutions que je préconise, c'est qu'un robot ne va pas penser comment je vais faire des profits, m'amuser à faire des profits pour maximiser ce qui rentre dans mes poches, dans mes coffres, dans mes évasions fiscales, dans mes comptes offshore, dans mes villas à Marbella en Espagne. Un robot, il ne pense pas du tout à ça. Bon, ensuite, un robot n'a pas de guerre d'ego avec un autre robot. Il ne va pas se mettre à détruire sa propre entreprise, comme l'a fait par exemple Henry Ford II, qui a mis à la porte son meilleur, son plus génial chef, ingénieur, qui a été à l'origine du succès le plus tonitruant, le plus durable de Ford, qui s'appelle le modèle Mustang. Eh bien, Henry Ford Ier l'a foutu à la porte par ego, parce qu'il était jaloux. Et quand il a foutu à la porte Lee Iacocca, qui est l'inventeur de la Mustang, eh bien, Ford a été dépassé par General Motors. Et Ford, bon, depuis, elle vivote et encore avec des milliards d'argent public. Bon, alors voilà où on en est. Mais on y reviendra à cette histoire de robot. Et je vous dis tout de suite, je suis pour. Un PDG, un patron robot, il n'a pas de préjugés. Syndicaliste, économiste, machin, un syndicaliste qui vient lui dire une idée qui est une idée bonne pour l'entreprise, il l'adopte contre ses propres cadres, contre les actionnaires, contre tout le monde. Parce que c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, on sait très bien où on est l'intelligence artificielle, enfin, si on veut accepter ce terme, et où, jusqu'où sont capables d'analyser avec des algorithmes, comme les Chinois seuls aujourd'hui ils savent les mettre au point, qui font que ces robots peuvent penser, entre guillemets, infiniment mieux qu'un PDG être humain avec un ego comme ça qui étouffe toute son intelligence, s'il en a. Pas beaucoup qui en ont, vu que la plupart du temps, ils le sont de père en fils. Bon,
Alors donc, ce robot-là, eh bien, il va prendre des décisions ou contribuer à prendre des décisions ou soumettre des décisions à des jugements humains, à des etc., etc. On est capable de l'armer d'algorithmes qui tiennent compte des équilibres entre les différentes composantes de ce dont il a la charge, c'est-à-dire la nature, l'humain, l'écologie, le profit optimal, etc., etc., etc. Alors voilà. Donc voilà où on en est. Bon, j'y reviendrai une autre fois et je vous dis tout de suite, c'est l'une des pistes de solution pour éviter cette folie de vouloir faire du profit et de l'argent maximum. Un robot, il ne va pas voler, il ne va pas détourner, il ne va pas corrompre, il ne va pas faire de la corruption, il ne va pas mettre de l'argent offshore, il ne va pas faire de l'évasion fiscale, il va pas, etc. Il va appliquer les algorithmes qu'on a mis en lui et qui peuvent être souples, ce qu'on appelle l'intelligence floue ou la logique floue ou souple, de façon à pouvoir s'adapter aux changements d'environnement et de conditions au fur et à mesure où ces algorithmes sont sollicités, comme l'étaient les algorithmes d'avant la dernière étape de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des algorithmes fermés, donc à possibilité d'ouverture et d'adaptation à l'inédit complètement limitée. Bon, je finis cette grande parenthèse et je vais à l'autre solution. Donc, souvenons-nous, John Hobson, cet économiste du début du XXe siècle, qui disait, première phrase de son livre, ou presque, qui s'appelle Impérialisme, l'enrichissement individuel, c'est le cimetière du capitalisme. Voilà, je répète, l'enrichissement individuel, c'est le cimetière du capitalisme. Voilà. Bon. Donc, ce qui voulait dire que si tous, on cherche tous à s'enrichir tous infiniment et sans limite, sans sagesse, sans la moindre idée de bon sens, eh bien, on va tous se battre contre tous, donc on va s'entretuer. Et puis, si on s'entretue, on se bat tous contre tous, ce qui est le credo du libre marché, eh bien, on ne peut pas collaborer. Comment voulez-vous collaborer dans un système dit de libre concurrence? Vous mettez vos employés en concurrence et vous voulez qu'ils collaborent et qu'ils collaborent avec vous pour faire le plus de profit. Non, mais il faut être malade. D'abord, vous, patron, ce que vous voulez, c'est le plus de profit. Bon. Or, le salaire est un coût. En comptabilité, on le met dans les coûts. Donc, si le salaire est un coût, le salaire est l'ennemi du profit. Si le salaire est l'ennemi du profit, donc le salariat est l'ennemi du profit. Et l'ennemi du profit, c'est l'ennemi du patron. Donc, vous avez d'entrée de jeu une relation d'ennemi entre patronat et employé. Ce qu'a dit d'ailleurs Taylor, noir sur blanc, dans le début des œuvres qu'il avait commencé à écrire. Bon. Mais en même temps, contradiction inouïe, on veut une collaboration. On demande aux employés de collaborer, d'être productifs, d'être efficaces, d'être efficients, de ceci. Pourquoi? Pour augmenter mes profits. Or, augmenter mes profits, c'est diminuer ton salaire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez un peu partout. Bon, un minimum de logique tout de même. Alors, un de ces jours, je vous ferai la démonstration jusqu'à quel point et à combien de niveaux
le discours néolibéral économico-managérial est un discours d'un tel charivari, salmigondi, charabia de contradictions, d'oxymores, que c'est un langage de fou. C'est un discours de fou, de schizophrène. Bon, alors donc voilà, et j'espère que vous avez deviné que c'est là une piste de solution. Comment faire en sorte pour que le profit arrête d'être ce vol via l'énergie dont j'ai déjà parlé? Eh bien, éliminer tous ces éléments qui viennent contredire, empêcher à la base toute idée de collaboration et de coopération et de concertation et d'intérêt commun, etc., entre patronat et employés à cause du profit. Alors, quel niveau de profit faire pour pouvoir donner lieu, donner espace, donner naissance à une vraie collaboration? C'est en même temps une question et une piste de solution. Mais j'y reviendrai. Bon, alors puisqu'il nous reste un petit 10 minutes, je vais vous donner une autre piste de solution. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la décroissance. Je suis d'accord. Alors, la décroissance, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les partisans, il y a X théories de la décroissance. Nicolas Georgescu-Roegen, l'un de ses livres des années 40 ou 50 du siècle dernier, s'intitule, ou 60, on ne me rappelle plus, enfin, dans ces années-là, s'intitule « Demain, la décroissance ». Donc, il y a pratiquement un siècle, ce grand économiste qui s'appelle Nicolas Georgescu-Roegen a écrit tout un livre qui s'intitule « Demain, la décroissance ». C'est-à-dire qu'il faut la décroissance. Comme l'a dit le Club de Rome, le premier rapport du Club de Rome 1972, eh bien, halte à la croissance. C'est ce que je dis aussi dans Stratégie de l'autruche, dans Halte au gâchis, dans la croissance, c'est le cimetière de l'économie. Et c'est le cimetière du capitalisme. La croissance infinie. Bon, alors j'en profite pour vous dire donc cette troisième ou quatrième solution, je ne sais plus où j'en suis là, ou cinquième, eh bien, cette croissance infinie, pourquoi elle est l'ennemi de l'économie, l'ennemi du profit, etc., à moyen et long terme, bien évidemment. À court terme, on peut le faire très vite. On va dans une île où il y a de tout, des oiseaux, des tortues, des poissons, des arbres, des fruits, et puis on se met à arracher tout ça au maximum. Eh bien, au bout de 5 ans, il n'y aura plus d'île. Et c'est fini. Bon, alors c'est ça que ça veut dire. Donc, ce que je veux dire par là, cette solution de décroissance, c'est faire des profits, oui, mais faire des profits qui se limitent, un peu compliqué, mais je vais essayer d'être clair et expliquer lentement, des profits qui se limitent à ce que nécessite la croissance des besoins essentiels et indispensables de l'être humain. Pas plus. Voilà mon idée de la décroissance.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Disons à Alger, il y a des usines de chaussures. Je suis producteur de chaussures. Si je me conduis comme le veut le néolibéralisme, je vais essayer de produire le maximum de chaussures possible, produire pour produire, sans tenir compte des vrais besoins, de l'évolution des vrais besoins, l'évolution démographique, combien de gens naissent, combien de gens meurent, combien de gens ont réellement besoin de nouvelles chaussures, etc. Je m'en fous. Je produis le maximum de chaussures possibles, les plus mauvaises possibles, pour qu'elles coûtent le moins cher possible, avec le pire cuir possible, sauf l'économie du luxe, hein, qui est autre chose. On en parlera un de ces jours quand on rentrera dans l'économie politique. Donc, le pire cuir possible, la pire ficelle possible, les pires clous possibles, la pire colle possible, la moins chère, pour que les chaussures durent 3 mois et puis vous êtes obligé de les changer, etc. Bon, l'obsolescence programmée, eh bien, c'est ça que je vais faire si je me conduis selon les critères de l'économie actuelle. Mais selon ce que je suis en train de dire, à propos de la décroissance telle que je l'entends, et telle que l'entendait Georges Rogan, bon, malheureusement, il n'a pas été au bout du raisonnement, il est resté au niveau des questions d'énergie libre, d'énergie liée, d'énergie à haute entropie, à basse entropie, etc. Bon, on y reviendra. Mais donc, cette décroissance qu'on appelle aussi la croissance zéro. Alors, la croissance zéro, elle a longtemps attribué au Club de Rome, mais ce n'est pas le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est ce qu'on appelle la croissance organique différenciée. Alors ça, c'est autre chose. C'est une autre solution sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine. Mais la croissance zéro, je pense que c'est l'économiste, le grand économiste John Kenneth Galbraith, qui était à Harvard, il est décédé maintenant, paix à son âme, eh bien, c'était l'idée que zéro croissance, ça veut dire ce que je viens de vous dire, une croissance qui suit les besoins essentiels et indispensables pour le bien-être, le confort de la communauté humaine, de tout le monde. C'est-à-dire, je suis fabricant de chaussures, l'exemple que je viens de prendre, eh bien, je ne vais fabriquer de nouvelles quantités de chaussures à Alger qu'en tenant compte de l'augmentation démographique réelle qui a lieu à Alger et le nombre de chaussures supplémentaires qu'elle nécessite pour chausser les nouveaux bébés qui vont devoir, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., avoir besoin de nouvelles chaussures. Et pas plus. Surtout pas, comme le dit le néolibéralisme, faites produire pour produire. Fabriquer des chaussures pour fabriquer des chaussures. On va jusqu'où, là? La crise, par exemple, de 1929, eh bien, c'était non seulement une crise de corrompus et de voleurs et de bandits et de gangsters en cravate de Wall Street, notamment, comme j'ai déjà expliqué en expliquant l'explication de John Kenneth Galbraith dans son livre magnifique « La crise de 1929 », eh bien, c'était aussi une crise de surproduction de toute une série de choses. Il y avait, par exemple, à ce moment-là, au prix où étaient les automobiles, quelque chose comme 4 ou 5 fois plus d'automobiles que ceux qui pouvaient se les payer pouvaient acheter. Bon. Alors, je fabrique une quantité d'automobiles aux États-Unis, mais il n'y a qu'un tiers qui se vend. Les deux autres tiers, il n'y a qu'un quart qui se vend. Les 3 quarts qui restent, qu'est-ce que j'en fais? Ça sert à quoi? Même chose pour les avions, même chose pour etc. Vous allez dans le désert du Nevada, aux États-Unis, de l'Arizona,
notamment, et vous verrez, si vous voulez, à une altitude pas trop haute, des centaines et des centaines de kilomètres d'avions, de voitures, de motos, de frigos, etc., etc., tout ce que vous pouvez imaginer, flambant neufs, qui sont jetés là. Pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, le climat est sec, et donc ça évite l'érosion, etc., etc., et on peut cannibaliser ces produits, ces avions, ces voitures, ces frigos, tout ça cannibaliser, c'est-à-dire prendre des pièces et les mettre dans des nouvelles productions, et ou si tout d'un coup il y a une demande solvable en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine ou ailleurs ou je ne sais où, eh bien on pourra toujours leur trouver un débouché. Alors voilà donc pour cette donc quatrième, cinquième solution, ce que j'appelle décroissance, croissance zéro et faire des profits de contentement, des profits d'équilibre avec l'évolution réelle ou en accompagnement de l'évolution réelle des besoins essentiels et indispensables pour la vie en état de bien-être de la société. Et je dis bien la société, pas quelques-uns. Et ce que veut dire vie en état de bien-être et de dignité, c'est vivre ou vivre avec la satisfaction des besoins indispensables et essentiels, c'est d'abord se vêtir, avoir un toit, être transporté. On peut être transporté en transport en commun. Je ne sais pas combien d'entre vous le savent, mais là, ça me revient en mémoire. Munich, en Allemagne. J'ai souvent cité l'Allemagne comme un des exemples dont je préconise un certain nombre d'éléments. Évidemment, tout n'est pas parfait en Allemagne. Je ne vais pas préconiser ce qui ne va pas ou ce qui va moins bien ou ce qui va mal en Allemagne. Bon. Mais il y a des choses qui vont bien, et même très bien. Et pourquoi ne pas s'en inspirer? Et donc, l'une des choses, c'est Munich, par exemple, la ville de Munich, de Bavière, qui est la capitale de la voiture BMW. C'est là, comme Atlanta est la capitale et le siège de Coca-Cola original, eh bien, Munich, c'est le siège et le berceau, etc., et la capitale de BMW. Eh bien, Munich, les voitures sont interdites, comme dans une grande partie des villes de Suisse, particulièrement Genève, dans une grande partie de Londres. Les voitures sont interdites. Vous les laissez en dehors de la ville et pour circuler en ville, vous prenez le tramway, le métro, le transport en commun. Besoin indispensable, essentiel, point. Pas besoin d'une super BMW à tête chercheuse et d'une super Rolls-Royce pour se transporter à Munich ou à Alger. Un tramway, ça suffit. Mais il faudrait des tramways suffisants pour transporter la population d'Alger. Et pour ça, il faudrait des politiques économiques, c'est sur quoi je reviendrai, qui soient issues de gouvernements et d'États qui ne soient pas les esclaves des banques, qui ne soient pas les esclaves des hommes d'argent, qui ne soient pas des esclaves de la
corruption de l'argent. C'est ça qu'il faudrait. Comme le disait John Kenneth Galbraith, en accord avec son ennemi idéologique ou théorique, Friedrich von Hayek, ils étaient d'accord tous les deux là-dessus, pour qu'une économie planifiée, de genre économie socialiste, alors socialiste dans le sens théorique originel du terme, pas dans le sens où le dit TF1 ou Fox ou CNN ou le NTV. Socialisme dans le sens originel du terme. Je reviendrai un jour, quand j'en parlerai en tant que théorie d'économie politique. Bon, donc, Galbraith et son ennemi, ils étaient amis en fait, ils correspondaient beaucoup, amis, je veux dire, dans le sens de beaucoup de points communs dans l'interprétation de l'économie qu'ils avaient. Friedrich von Hayek était, qu'on dit comme étant l'un des pères du néolibéralisme et du laisser-faire, et particulièrement de ce qu'on appelle le libertarianisme, l'économie libertaire. Eh bien, non. Friedrich von Hayek disait qu'il était partisan de ce marché laisser-faire, etc., etc., tout simplement parce que l'expérience et son intuition et ses réflexions, etc., écrivait-il à John Kennedy Galbraith, lui montre que pour qu'il y ait une économie comme le voudrait John Kennedy Galbraith, pardon, pas John Kennedy Galbraith, excusez-moi, John Maynard Keynes, excusez-moi, remplacer Galbraith par Keynes. Donc, comme le voulait John Maynard Keynes, c'était le fait que pour qu'il y ait ces économies de type socialiste que je viens dont je viens de dresser les contours, planifiées, etc., disait-il, il faut des élites économiques et politiques au-dessus de tout soupçon, quasiment des saints, des sages, qui n'ont ni intérêt partisan, ni intérêt personnel, ni corruption, ni enrichissement personnel, ni etc. Or, John von Hayek écrivait à John Maynard Keynes, évidemment, étant donné ce que l'homme rit et ce que l'être humain est dans la façon dont on en parle. Bon, mais l'être humain, c'est autre chose, on en parlera. L'être humain en tant qu'être humain. Mais ce que l'être humain, dans cet Occident néolibéral de capitalisme sauvage, etc., eh bien, évidemment, c'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est un système, le capitalisme, basé sur la cupidité et la corruption. Vous enlevez la cupidité et la corruption et vous n'avez plus de capitalisme. Et je l'expliquerai. Et donc, John Maynard Keynes répondait qu'au fond, il était d'accord, mais que ses convictions, etc., le conduisaient à se battre, parce qu'il était social-démocrate, pour ne pas dire socialiste, pour des économies planifiées, comme on en a au Japon, comme on en a en Allemagne. Mais lisez l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber, entre autres, mais il y a mieux plus tard, je vous les citerai, enfin mieux, plus élaboré, plus d'actualité, et pour comprendre comment l'éthique du shintoïsme au Japon et l'éthique protestante du luthérianisme en Allemagne et en Scandinavie font que cette éthique limite considérablement les dégâts du capitalisme de type néolibéral, néoclassique et sauvage, comme celui auquel on est en train de revenir. Donc, voilà un peu les solutions, les pistes de solutions dont je voulais vous parler aujourd'hui.
mais retenons essentiellement l'idée de décroissance. Je définirai plus tard ce que personnellement j'entends par décroissance, parce que aujourd'hui, ceux qui parlent de décroissance ne nient pas, ne renient pas, ne rejettent pas l'idée de profit, et particulièrement ne rejettent pas l'idée de profit telle qu'elle se fait. Donc, si on ne rejette pas l'idée de profit à la base, tel qu'il est, tel que je l'ai défini scientifiquement, comme étant un gâchis destructeur infini et accéléré de l'énergie qui fait que notre monde est encore vivable, eh bien, évidemment, ça n'est pas compatible. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que j'ai été clair, malgré la difficulté du sujet, y compris pour moi. Et s'il y a des questions, des commentaires, c'est Mohamed, je suis à votre disposition. Oui, alors il y a des questions. Il y a d'abord, avant les questions, il y a les salutations Merci. des membres de votre amphithéâtre. Merci. Maintenant les mots, il se retrouvent de webinaire en webinaire. Donc, il y a un noyau permanent, comme Abdessi, comme Miloud Boumaza, oui, comme Miloud Boumaza, comme Hilal Hidoussi, etc. Et puis, il y a aussi de nouveaux, comme Tahrir, comme Michel, comme. Voilà, il y a donc. Enfin, un noyau. Alors qu'il y a Bilal aussi. Et puis Bilal pose une question. Et Wilson, qui ne s'est pas manifesté depuis un moment. Oui, alors. Ah oui, il y a Ma'ammar aussi. Ma'ammar, c'est un fidèle. Donc il y a une question auquel vous avez répondu, mais répondu en la surplombant. C'était est-ce que le robot, la robotique, l'usage des robots, même si elle crée du chômage ou moins d'emplois, est-ce que les robots peuvent aider les gens en cas de répartition des richesses produites? Or, vous avez amené la question du robot un peu plus haut avec l'usage alors judicieux des robots en Chine. Absolument. D'ailleurs, Absolument. au passage comme ça m'a rappelé l'idée que la science en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Bien sûr que non. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui va. Bien sûr. C'est quand même une question philosophique importante. C'est Absolument. bien. Et il y a une autre question bon, alors Abdessi, bon, lui, là, il formule comme ça, hein, la robotique crée des chômeurs, elle améliore les conditions. Euh, bon, mais elle est mauvaise, sauf quand les chômeurs reçoivent l'argent créé par la robotique. Voilà. L'autre question, c'est quelle est, à votre avis, la situation économique de la France dans la situation actuelle? Voilà, donc je Oh, vous. Oui. très bien. Bon, ben, je vais répondre le plus brièvement possible à ces deux questions pour ne pas trop fatiguer l'auditoire. Alors, la question des robots, il faut savoir que la robotique est née après la mécanisation. Bon, on a d'abord commencé par, il y avait la révolution industrielle, la machine, bon, à vapeur, là, etc., qui nécessitait l'interaction continue avec l'être humain. Ensuite, il y a eu la mécanisation, où la machine, et puis le numérique, etc. Bon, donc la machine qui fonctionnait pratiquement sans même l'intervention de l'être humain. Maintenant, elle fonctionne, c'est elle qui dit à l'être humain ce qu'il faut faire.
en cas de panne ou en cas de ceci ou de cela. Mais il faut savoir que la robotique a deux phases, deux faces. Hein. Il faut savoir que la mode de mettre des robots producteurs et producteurs d'abord des gestes répétitifs, comme on le voulait pour la mécanisation. Donc, de gestes qui ne nécessitent pas d'intervention, d'analyse de situations nouvelles qui se produisent dans ce qu'on est en train de faire. Un robot qui place un pare-brise sur une voiture ou je sais pas ou une culasse ou peu importe, la carcasse de la voiture et du moteur, tout ça sont déjà prêts et ils sont déjà bien en place et millimétrés, etc. Et donc le robot a juste à ajuster le pare-brise ou la culasse, et puis bon, etc. Et puis un autre robot va le coller ou visser, ou, etc. Bon. Donc, voilà pourquoi les robots ont été mis en place au départ. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les produits japonais et les produits allemands, notamment. Ces deux-là, les produits allemands et les produits japonais. D'ailleurs, je l'ai déjà dit 1000 fois, je pense, si vous parcourez le monde, ce que vous trouvez au fin fond de n'importe quelle brousse, de n'importe quelle jungle perdue de ce monde, c'est des produits allemands, des produits japonais, accessoirement scandinaves, coréens, etc., mais qui dérivent des produits japonais et allemands. Mais vous ne trouverez rien de France, rien d'Angleterre, rien des États-Unis, rien du Canada, rien d'ailleurs. Aujourd'hui, la Chine, on en trouve. Et accessoirement, quelques produits russes, notamment dans la mécanique. Bon, alors donc, l'Allemagne et le Japon ont introduit cette robotique dont je viens de parler, donc qui place les pare-brises et les culasses, etc., parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire à la demande. Ça, je parle du siècle dernier, deuxième tiers, disons, du siècle dernier. Lisez William Uchi, la théorie Z. Donc, William Uchi est un Japonais qui a grandi au Japon, aux États-Unis, etc., et qui a écrit un livre donc, qui s'appelle La théorie Z. Théorie Z, pourquoi? Par opposition, par complément ironique aux deux théories qu'un certain Herzberg, si ma mémoire ne me trompe pas, a mis en place à l'époque de l'échec des théories des motivations élaborées par les Mayo, les Maslow, les Wynne, tout ce que vous voudrez. Ça marchait pas. Bon. Et ce Herzberg, donc, dit, ben voilà, c'est que concernant l'homme, l'être humain, l'ouvrier, l'employé, il y a deux théories qui s'affrontent dans le milieu industriel américain, bien entendu, puisqu'il était en Amérique, aux États-Unis. Il y a la théorie X, la théorie Y. Alors, la théorie X, c'est celle du Taylor tel qu'on le clame, tel qu'on l'enseigne, tel qu'on le dit. Alors que j'ai déjà dit et redit que Taylor, c'est pas juste ça. C'est infiniment plus complexe. Beaucoup plus complexe qu'on croit. Mais à la Taylor, c'est-à-dire l'ouvrier Schmitt, bête et méchant, l'employé, l'ouvrier, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de neurones, ça n'a pas de synapses, ça ne pense pas, ça ne... Donc, c'est juste une réserve d'énergie musculaire dont il faut calculer les temps et les mouvements, etc., pour en perdre le moins possible et être le plus efficace possible. Théorie X. Théorie Y, il dit, c'est un peu le contraire. C'est un peu comme Elton Mayo, un peu, bon.
dans certaines parties d'Ayrton Mayo, ou Roethlisberger, par exemple. Bon, de toute façon, théorie grecque, c'est non, l'être humain n'est pas que ça. Même s'il est juste ouvrier ou employé, eh bien, il a quand même un cerveau, il a quand même des sentiments, il a quand même un sens de l'esthétique, il a quand même un sens de service, de rendre service, de satisfaire la personne ou les êtres humains qui vont user de ce qu'il est en train de fabriquer, etc., etc. Donc voilà, théorie X, théorie Y. Et puis, Uchi a ajouté la théorie Z. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie Z? C'est essentiellement ce qui se fait au Japon. Ce qui se faisait, ce qui se fait. C'est-à-dire tout ce qui dérive des théories de l'ingénieur Ono, O-H-N-O, donc on a appelé l'onisme, et du toyotisme aussi, bon, ce qu'a mis en place l'entreprise Toyota. Bon, alors essentiellement, c'est quoi? C'est le fait de traiter les êtres humains, les employés, etc., comme des gens capables d'avoir du jugement personnel face à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pas de fiche de poste qui dit, voilà, tu fais tel geste, tu vises là, tu viens, tu poses le tournevis, tu prends le marteau, tu poses le marteau, tu fais ci, tu fais ça. Non, non, parce que toute la créativité est tuée, l'initiative, tout ce que l'employé, l'ouvrier peut remarquer d'améliorable, si je peux me permettre, dans ce qu'il est en train de faire, etc., est éliminé. C'est évident, on le voit bien maintenant dans les produits US notamment. Si ce n'était le Japon, Mazda, Toyota, entre autres, et Mitsubishi qui sont venus au secours de General Motors, de Chrysler et de Ford, et ben ces voitures-là n'existeraient plus. Bon, alors donc, voilà, la robotique a été mise en place au Japon et en Allemagne d'abord, c'est eux qui ont commencé, les années 70 environ, particulièrement, je pense, en plein cœur de la crise de l'acier, qui a mis un peu le monde dans une situation économique assez difficile, contexte dans lequel Thatcher s'est révélée comme étant la dame de fer. Elle laissait des ouvriers, des employés de l'aciérie anglaise mourir en faisant la grève de la faim plutôt que de céder un iota de concession à ce que demandaient les syndicats pour faire revivre les gens qui ne pouvaient plus vivre de l'acier, de la métallurgie, tout ça, parce qu'il y a eu une crise de l'acier énorme, comme on le sait, dans ces années-là. Alors, ce que les Japonais et les Allemands ont fait, par exemple, ça a été de financer par l'État et les entreprises. Les anciennes entreprises de métallurgie, sidérurgie, mécanique, etc., industrie mécanique, aéronavale, navale, tout ce que vous voudrez, qui travaillaient dans l'acier, dans la métallurgie, dans tout ce qui s'ensuit, avec les syndicats et avec l'État, ont financé le recyclage de tous ceux qui travaillaient dans ces domaines-là et qui ne trouvaient plus de travail, pendant que Thatcher et Reagan les laissaient mourir. Alors, je donne un exemple que j'ai lu, je ne sais où, dans un livre sur l'Allemagne. Vous étiez, par exemple, ingénieur dans la sidérurgie dans l'Est de l'Allemagne, quelque part à l'époque, à la frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Eh bien, l'État, grâce au système qu'est l'allemand, dont je parlerai plus tard en détail, dual, rôle du syndicat, rôle de l'IG Metall, qui est l'un des syndicats les plus puissants du monde, y compris politiquement, le rôle de l'entreprise qui est obligée par la devise qui s'intitule la propriété-obligation.
vous êtes propriétaire d'une usine de sidérurgie, vous avez des droits de faire des profits, de faire de l'argent, de diriger, de gérer, de tout ce que vous voudrez, mais vous avez aussi des obligations. Et ces obligations, c'est tant que vous faites des profits, vous ne licenciez personne. Bon, et parmi ces obligations, eh bien, par exemple, la sidérurgie, ça ne marche plus, eh bien, ça fait 30 ou 40 ans que vous faites des profits et de l'argent qui sont dans les banques, dans je ne sais pas quoi, dans d'autres investissements, dans des comptes de financement de ceci, de cela, de n'importe quoi, eh bien cet argent-là, vos ouvriers actuels y ont contribué, et leurs prédécesseurs, etc. Ce n'est pas juste votre argent à vous. Donc, obligation, alors j'abrège, syndicat, patron, etc., aussi bien Japon qu'Allemagne. Hein. D'ailleurs, le Japon s'est inspiré du modèle allemand, je ne le répéterai jamais assez. Donc, on fait en sorte que tout ce qui travaillait dans la sidérurgie a été recyclé avec l'argent de l'État, de l'entreprise qui les employait et des syndicats auxquels ils cotisaient, recyclé, par exemple au Japon, beaucoup dans l'industrie du loisir. Parce que le Japon, à l'époque, n'avait pas de l'industrie du loisir très, très développée. Alors, vous étiez ingénieur, sidérurgiste ou technicien supérieur, métallurgiste ou je ne sais pas quoi, vous n'avez plus de travail parce que c'est la crise de l'acier, eh bien, l'État, le syndicat, votre ex-employeur vous finance pour vous former en informatique ou au Japon dans la gestion de parcs d'attractions. Et on a construit des parcs d'attractions, notamment dans le nord du Japon, et, etc. Et en Allemagne, et tout ce qui s'ensuit, on a créé des centres de production d'informatique, parce que l'Allemagne avait un certain retard dans ce domaine, etc., etc. Et par exemple, si vous étiez, j'ai lu ce cas, un ingénieur ou un technicien supérieur allemand qui était dans la sidérurgie ou dans la métallurgie dans l'Est complet de l'Allemagne, eh bien, on vous paye non seulement la formation, si la formation a lieu à Hambourg, il n'y a pas d'école d'informatique à, je ne sais pas moi, là où vous étiez à Düsseldorf ou, enfin peu importe, je ne sais pas quelle ville de l'Est peut me revenir là, ou Leipzig ou je ne sais pas quoi, eh bien, l'État, le syndicat, votre entreprise paye pour votre déménagement, votre appartement, le déménagement de votre famille, etc., etc., votre installation, etc., à Hambourg, ils vous inscrivent dans l'école d'informatique de Hambourg, ils vous payent vos études d'informatique, et au bout de 2-3 ans, vous devenez ingénieur informaticien et vous avez un travail. Bon, alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils se sont mis à mettre des robots dans les entreprises, non pas pour éliminer les employés ou les ouvriers comme l'ont fait les Français, les Anglais et les Américains, pour éliminer du salariat, mais au contraire, pour venir compléter, aider les ouvriers à rencontrer la demande de leurs produits. Les voitures Toyota étaient tellement en demande que les ouvriers Toyota n'arrivaient pas à produire pour satisfaire cette demande. Donc, ou Mercedes ou Volkswagen. Donc, les Allemands, les Japonais ont mis des robots pour aider les ouvriers à faire plus de Volkswagen, plus de BMW, plus de Toyota, pour satisfaire la demande mondiale. Et c'est toujours la même chose. Encore aujourd'hui, les pays qui ont le ratio le plus élevé être humain par rapport aux robots dans les ateliers de production, c'est le Japon, l'Allemagne et la Scandinavie. Et ils continuent. Ils continuent à mettre les robots en complément de l'être humain et non pas en ennemi. Ce qui est très différent. Alors,
Arrêtez, s'il vous plaît, vous êtes formatés par ce que disent les États-Unis, ce que dit la France, ce que dit l'Angleterre, ce que disent ces pays-là. Parce que moi, je défie quiconque de me montrer quiconque en Algérie écoute des chaînes de télévision allemandes ou japonaises ou sud-coréennes ou suédoises. Non. Ce qu'on écoute, ça vient de CNN, ça vient de Fox, ça vient de Reuters, ça vient de United Press, ça vient de Associated Press, etc. Et c'est ça qu'on écoute. Les robots, c'est là pour éliminer les humains. Eh bien, c'est faux. Au Japon, en Allemagne, en Scandinavie, c'est faux. C'est pas vrai. Bon. Alors donc, à partir de là, pourquoi en Algérie, on ne pense pas à comment mettre des robots en complément des êtres humains plutôt qu'en ennemi qui les élimine pour éliminer les salaires, pour augmenter les profits. Et ça nous renvoie loin. Ça nous renvoie à la conception de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est l'entreprise? The Theory of the Firm, de Thorstein Veblen, par exemple. L'entreprise, c'est quoi comme institution? Est-ce que l'entreprise, c'est quelque chose qui est là juste pour enrichir son patron? C'est tout? Et les actionnaires? C'est ça l'entreprise? Bon. Alors écoutez, je suis invité en ce moment, je vais partir à partir du 22 juin pour faire une tournée de, comme je vous l'ai dit, d'à peu près 2 mois de conférences un peu partout. Et un des thèmes sur lequel on m'invite à l'université de Corse, en France, l'université de Corse en France, et j'y serai en mars. Le thème pour lequel on m'invite, déconstruction de la théorie et de la notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Une université française, une autre université française, celle de l'Est de la France, une université de Lorraine. Il m'invite pour quel thème? La théorie du leadership, ou la pseudo-théorie du leadership, et les théories des motivations, comme les deux extrêmes du même axe d'aliénation au travail. Bon, alors ça c'est les unités françaises. Et je ne vous parle pas sur quel thème on m'invite en Belgique. Sur quel thème on m'invite en Belgique, c'est sur la phase fasciste du capitalisme dans laquelle on est, etc. Bon, alors qu'en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on m'invite pour des thèmes pratiquement comme ceux que je viens de citer, enfin ou presque, enfin ça arrive petit à petit. Bon, je ne parle pas du reste de l'Afrique et de l'Amérique latine, mais j'aimerais bien, moi, qu'une université algérienne m'invite pour que je fasse une conférence ou un séminaire sur le thème de la déconstruction de l'hypocrisie de la responsabilité sociale de l'entreprise au sein de la mentalité néolibérale. Comment voulez-vous concilier néolibéralisme et responsabilité sociale de l'entreprise? Comment? Il faut être schizophrène. Bon, j'aimerais bien. Alors je lance l'invitation. Enfin, je lance la proposition. Bon, alors pour terminer, j'essaie toujours d'être bref, mais je ne peux pas parce qu'il y a trop de choses en même temps dans les questions que vous posez. Alors, ce que je dis des robots, donc première chose, voilà, à l'intérieur de l'atelier, dans les usines, pourquoi continuer à penser que le robot doit absolument être l'ennemi du salarié? Pourquoi? Pourquoi? Et la preuve, c'est que les Allemands, les Scandinaves, les Japonais qui mettent le robot à côté du salarié
Alors dites-moi s'il vous plaît, comment l'Allemagne a fait pour absorber plus d'1 million, et ça fait quoi, depuis Thatcher, hein? Quand Thatcher était là, ça doit faire 7-8 ans ou 10 ans, 1 million de réfugiés, et ils ont continué d'en absorber sans arrêt. La Suède, la même chose. Enfin, rythme moins élevé, mais bien entendu, question d'échelle. Comment ils font? Si les Allemands mettaient les robots contre les employés, est-ce qu'ils pourraient absorber 1 million de réfugiés qui arrivent en même temps? Les instruire à la langue allemande, les former à une profession et leur donner un travail? Comment? Bon, alors la robotique dont je parle, voilà. Et robot qui devient, d'ailleurs Herbert Simon l'avait prévu dans son New Scientific Management, eh bien que on arrivera à l'employé robotisé, au middle management robotisé, mais il n'a pas été jusqu'au management robotisé. Mais évidemment, Herbert Simon, il pensait en termes de robotiser pour remplacer. On met un contremaître robot qui remplace un contremaître être humain, on économise un salaire de contremaître. Voilà. Mais les Chinois sont en train de le faire. Si les Chinois sont en train de le faire, c'est que les Hindous ne sont pas loin. Enfin, l'Inde, le Japon doit déjà y être sans le dire. Bon, c'est ce type de robot, comme je parlais, avec ce type d'intelligence artificielle, souple, flou, etc., 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 qui fait que le robot, un robot, qu'est-ce qu'il fait? Il fait selon les algorithmes et les logiciels que vous mettez dedans. Si vous mettez dedans des logiciels, comme il y a dans certains logiciels de gestion de projet, comment maximiser ou de l'organisation d'ateliers, etc., comment maximiser systématiquement les profits, eh bien, il va vous donner des solutions qui consistent constamment à massacrer la main-d'œuvre, massacrer la formation, parce que la formation est un coût, massacrer l'expérience parce qu'un employé âgé revient plus cher alors que c'est lui qui a l'expérience, etc., etc., etc. Alors voilà un peu, j'espère qu'on m'a compris sur ce que je veux dire par rapport aux robots et à la robotique. Et d'ailleurs, par rapport à ces robots qui remplacent les employés, sachez qu'en France, par exemple, il y a des politiciens et autres, donc des gens spécialistes de différentes branches, qui préconisent, et même en économie, qui préconisent qu'on impose les robots comme s'ils recevaient des salaires. C'est-à-dire, il y en a marre. Il y en a marre de ces entreprises qui engrangent des profits et des profits et des profits et des surprofits et des méga profits en mettant des robots qu'ils font financer d'ailleurs par l'État en plus, avec des subventions, qu'ils amortissent en 2, 3 ou 4 ans, et après, bof, ça devient des outils de production gratuits, et ils ne font qu'engranger. Alors sachez ça aussi. Alors si en Algérie on rentre dans cette logique-là, on peut aussi rentrer dans cette logique proposée par ces gens. Eh bien, un robot, on va faire comme s'il touchait le salaire de l'employé qui l'a remplacé, et toi, patron, tu payes un impôt et des charges et une retraite, etc., etc., comme si c'était un employé. Et on va taxer son salaire comme on taxe le salaire d'un ouvrier qui aurait été à sa place. Bon, alors il faut penser à tout ça aussi. C'est quand même pas, ça relève pas des mille et une nuits. Bon, alors, pour ce qui est de la France, ce que je pense de l'économie française, écoutez, si j'avais une réponse comme ça à cette question, je serais le super conseiller de Macron et de la Macronie. Bon, ce que je pense de l'économie française, c'est qu'elle tout simplement, elle est plongée dans
les marasmes du néolibéralisme et ils y ont goûté avec le Covid. Avec le Covid, ils ont compris, comme l'avait dit Chirac, je crois qu'il l'a dit en 98, si j'ai bonne mémoire, au début des années 2000. Chirac a dit, j'observe une France qui fonctionne avec des ateliers sans ouvriers, voulant dire que c'était une folie, que la France, vous le savez, ils ont délocalisé, tellement délocalisé qu'à présent, ils n'ont même pas de Doliprane et de médicaments pour soulager les souffrances des gens qui sont en train de tomber avec le Covid ou avec la grippe. Ils ne peuvent plus parce que, on le sait bien, le Covid a tout chamboulé. Toute la logistique de transport du Doliprane et du je sais pas quoi et des anti-inflammatoires et des médicaments qui venaient d'Inde, de certains pays d'Afrique, d'Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, etc. Eh bien, la logistique mondiale des transports est tellement chamboulée que si ça arrive, c'est pratiquement invendable tellement c'est cher. Et puis, si ça arrive avec des mois de retard parce qu'il n'y a même plus de conteneurs. Tellement il y a de conteneurs pleins qui encombrent les ports du monde parce que le roulement ne s'est pas fait pendant tout le confinement du Covid. On sait tout ça. Alors la France, comme l'Amérique, comme etc., comme le Canada, comme l'Angleterre, comme tous ces pays, ils ont eu recours à la planche à billets. Comme l'a dit Macron, quoi que ça coûte. Eh bien, ce quoi que ça coûte, c'était tout simplement la planche à billets. Qu'est-ce que c'est la planche à billets? C'est le gouvernement français qui emprunte au Rothschild. C'est le gouvernement français qui emprunte de l'argent aux marchés financiers internationaux qui, comme on le sait, sont des marchés complètement dominés au sommet par les ramifications Rothschild. Bon, mais lui-même est un produit Rothschild. Alors, donc pas la peine d'être sortir de Saint-Cyr pour comprendre tout ça. Alors voilà, en faisant marcher la planche à billets à plein, en donnant par exemple les subventions. Canada, Angleterre, États-Unis, tout le monde, vous perdez Covid, confinement pendant 2 ans ou presque, vous ne travaillez pas, eh bien les États, ils ont voté des indemnités pour remplacer vos salaires. Eh bien, combien parmi vous savent que, par exemple, au Canada, les autres pays, la même chose, que je viens de citer, l'indemnité, par exemple, c'est 1400 ou 1500 dollars qu'on vous donnait par mois pendant le confinement du Covid, parce que vous ne pouvez plus aller à votre travail, était supérieur très souvent au salaire que la personne touchait là où elle travaillait. Bon. Alors, combien de gens sont restés le plus longtemps possible à soutirer par différents expédients, différentes façons de traficoter, à soutirer ces subventions qui ont été déversées comme ça dans l'économie. Donc, évidemment, le PNB augmente, le PIB augmente, les liquidités, les ratios gains, capitalisation, etc., des banques augmentent et tout. Et tout ça fait que pendant le Covid, paradoxalement, l'économie s'est bien portée, alors qu'elle aurait dû dégringoler. Et c'est bien porté parce qu'on a fait marcher la planche à billets partout à plein. Et maintenant, on est en train d'en payer le prix. Alors la France, elle aussi, est en train d'en payer le prix. Cette inflation, elle vient d'où? La guerre d'Ukraine. Pourquoi rien n'est fait pour l'arrêter, pour la stopper? Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient besoin, 1, d'affaiblir l'Allemagne, 2, d'affaiblir l'Europe, 3, de booster leur production de gaz et de pétrole non conventionnels, qu'ils vendent 4 fois le prix qu'il avait avant, ou 5 fois, à la France et à l'Angleterre et tous ceux qui sont en train de se ruiner.
Bon, alors voilà ce qui se passe en France et dans ces pays-là. C'est la planche à billets qui continue. Et jusqu'où ça va aller? Ben, ça va aller jusqu'à nous faire payer le prix à nous, c'est-à-dire pays du tiers-monde, ce que Samir Amin appelait les périphéries. C'est-à-dire qu'ils vont exporter chez nous leur inflation, leur diminution de pouvoir d'achat, etc., etc., en rendant les termes de l'échange et les prix des matières de base infiniment moins chers et les termes de l'échange infiniment plus élevés. Alors, qu'est-ce que c'est le terme de l'échange? C'est tout simplement que, par exemple, dans les années 60-70, vous aviez besoin de, si vous étiez le Cameroun ou le Brésil, de 15 sacs de café pour acheter une Jeep ou une Land Rover, eh bien maintenant, il vous faut 1000 sacs de café. Alors bon, donc on est en train de faire en sorte que pour l'Algérie ou pour les autres pays, bon, en Algérie, heureusement, on a le gaz, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, le gaz et le pétrole, mais à quel prix, à quel coût devra-t-on l'exploiter, l'acheminer, etc., pour qu'il soit rentable pour nous? Et quelles réserves avons-nous? Jusqu'où? On n'en sait rien. Et d'abord pour la consommation locale. Donc toute cette inflation, tout, etc., chômage, pouvoir d'achat, tout ce que vous voudrez, paupérisation, dégringolade dans la pauvreté, tout ça va être exporté vers ce que Samir Amin appelle les pays de la périphérie. Et si vous voulez comprendre les mécanismes de ça, ben, il suffit de lire Samir Amin ou André Gunnar Frank, le développement du sous-développement, ou bon Dieu, comment s'appelait l'autre livre, le développement, enfin peu importe, commencez par le développement du sous-développement, et vous verrez Théorie du chaos de Samir Amin, l'un de ses plus récents, enfin il date quand même de 20 ans ou plus. Mais alors voilà, j'espère que j'étais assez clair. Et conclusion des conclusions, le néolibéralisme et ses impératifs doivent être stoppés de manière drastique et vraiment de manière ultra violente et coupante, je ne sais pas quel terme employer, mais dans des conditions d'urgence qui se chiffrent désormais en semaines. Ce n'est plus en mois ni en années, c'est en semaines. Bon. Regardez juste ce qui se passe autour de vous, pour l'eau, la chaleur, les inondations en Californie, l'Algérie qui est en stress hydrique. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre qu'il faut immédiatement rompre avec ce modèle? Moi, ça me dépasse. Bon, alors voilà un peu, j'espère qu'on a compris mes réponses, imprégnées d'indignation, comme toujours. Comment voulez-vous que je parle de tout ça sans être indigné? Et j'espère pouvoir être contagieux en termes d'indignation. Et c'est comme ça qu'on se sortira donc la semaine prochaine pour une 6e et une 7e forme de piste de solution. Et je pense qu'on en aura terminé et on passera à une phase extrêmement intéressante, profonde
et instructive, inédite, originale et différente de ce qu'on appelle l'économie, en commençant par l'économie politique et comment on est passé de l'économie politique à l'économie comptable dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci, professeur Aktouf. Bon, il y a encore d'autres questions, mais... Ah non, pour aujourd'hui, Oui, je sais. Alors, ils peuvent les garder puisque après la prochaine, si tu termines les 2 dernières pistes de solution, on fera une séance de questions-réponses. oui, mais plus que... enfin, il me semble que ces questions-réponses, enfin, que les questions qui sont posées sont suscitées par votre éclairage. Ben, évidemment, Oui, bien quand vous sûr, mettez des projecteurs bien sur sûr, les bien sûr, facteurs les plus puissants, j'en suis parfaitement conscient. Mais oui, mais alors, quand vous mettez le projecteur sur les facteurs les plus puissants, ben, traduction immédiate, spontanée de votre amphithéâtre, c'est de la question importante à la question brûlante. Alors, voilà, voilà, oui, mais on ne peut répondre aux questions brûlantes que si on a répondu aux questions importantes. voilà, ben merci beaucoup, professeur Aktouf. De toute façon, pour moi, c'est toujours, euh, c'est Merci, toujours une découverte. Chaque merci fois, ça beaucoup. m'apprend plus. Merci, professeur Aktouf. À la semaine Merci à prochaine. vous. Merci à vous et à la semaine prochaine et merci à l'amphithéâtre. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours